Alors, on va parler de l'Algérie. Oui. Donc, il n'y a pas eu de printemps arabe en Algérie. Oui. Vous êtes particulièrement pessimiste puisque vous affirmez que si le système politique algérien ne se réforme pas, Oui. la violence va reprendre ses droits Oui. et il risque d'y avoir plus de 500 000 morts. Oui, alors c'est un chiffre que j'ai donné de manière à ce que les imaginations soient un peu interpellées, frappées, mais effectivement, alors l'Algérie a connu un printemps démocratique, c'était dans les années 80, à la fin des années 80, il y a eu une tentative de réforme de ce système et elle a Il y a même eu des élections libres en 91. Il y a eu des élections libres en 90 d'abord pour les municipales et en 91 pour les législatives. On sait où ça a mené le pays dans une situation terrible. Les années 90 resteront comme un cauchemar absolu pour les Algériens et les Algériennes. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, la paix civile est plus ou moins revenue. Et parce que l'Algérie est dans une situation un peu florissante sur le plan financier, on pense que les problèmes sont derrière. Or, les grands problèmes de l'Algérie, c'est-à-dire la nature du système politique, sont toujours là. La nature du système politique, le manque de liberté... Comment on peut le qualifier justement, ce système politique? Vous parlez d'une démocratie de façade. Bien sûr que c'est une démocratie de façade. C'est une démocratie où il y a toutes les institutions possibles et inimaginables. Il y a un formalisme démocratique qui est là. Mais en réalité, on sait très bien que les décisions ne sont pas prises par ces institutions. Aujourd'hui, l'Assemblée algérienne ne sert à absolument rien, si ce n'est à devenir une caisse d'enregistrement, puisque toutes les grandes décisions qui font l'orientation du pays sont prises ailleurs. Donc c'est une démocratie de façade. Ce qui est au XXIe siècle, on ne peut pas, je pense, et y compris dans le monde arabe, avoir un pays où la population ne participe pas à la vie de la nation, et on ne peut pas avoir un pays où on n'a pas la garantie des droits. Il y a aussi cette question-là. On parle beaucoup de démocratie souvent. Je préfère parler de droits, c'est-à-dire les droits des gens, le droit au droit, en arabe. C'est ça qui est fondamental. Et c'est ça un état de droit. C'est-à-dire, quelle que soit la nature du régime politique, qu'il soit islamiste, de gauche, de droite, etc., que le citoyen ait la possibilité d'exercer ses droits. Or, en Algérie, aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on prétende, même si ça fait mal à l'esprit nationaliste que de le dire, eh bien, on ne peut pas exprimer ses droits et avoir ses droits comme pourrait l'avoir n'importe quel citoyen. Alors, sur les Algériens, vous affirmez qu'on ne peut pas comprendre les Algériens si on ne comprend pas le sentiment qu'ils ont éprouvé durant la guerre civile, ce sentiment de honte, la chouma, Oui. donc, et vous affirmez à ce sujet, oui, la guerre civile nous a traumatisés, elle nous a fait 1000 violences, mais elle a aussi aggravé une sorte d'autodépréciation, Oui. une haine de soi que nous traînons depuis les premiers temps du colonialisme. Oui, plusieurs sentiments, hein, la guerre civile. Il y a eu, bien entendu, l'effroi, la peur, l'abattement, le sentiment de solitude. Les Algériens se sont sentis seuls pendant 10 ans, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ça a été un drame à huis clos. Plus personne ne s'intéressait ou presque à l'Algérie et les Algériens ont eu la sensation d'être abandonnés. Et les massacres, l'horreur par exemple, les massacres contre les populations, ce qui est arrivé aux moines ou les attentats, tout cela a fait qu'à un moment donné, il a été très difficile d'avoir sur soi l'étiquette algérienne. Dans le monde entier, c'était synonyme de massacre, de violence. Et donc ça a mis les Algériens sur la défensive. Et à cela s'ajoute effectivement une réalité qui est celle de la haine de soi, de l'autodépréciation. C'est-à-dire un peuple qui a été vaincu par le colonialisme, qui certes a finalement recouvré sa liberté, son indépendance, mais qui reste encore travaillé par cette haine de soi, et on la voit, cette haine de soi, elle s'exprime de plusieurs manières, et notamment via la presse et via la littérature. L'Algérie, si vous prenez la littérature contemporaine d'expression francophone notamment, la haine de soi est un maillon quasi permanent, c'est une trame permanente. Tout va mal, l'Algérien est toujours négatif, c'est un pays qui est toujours décrit dans des termes horribles et même parfois avec excès. Et donc ça, c'est quelque chose qui aggrave la perception des Algériens d'eux-mêmes, parce que parfois ça les amène à avoir l'excès inverse, c'est-à-dire un excès de nationalisme, de fierté et de patriotisme ombrageux. Alors, vous avez visité plusieurs villes, Tlemcen, Oran, Alger. Vous avez également visité ce qu'on appelle l'Algérie profonde, Oui. que vous respectez, que vous aimez, puisque vous le précisez dans votre ouvrage. Et sur cette Algérie profonde, vous avez constaté combien les populations vivaient dans le plus grand dénuement. Et vous ajoutez, c'était comme si l'indépendance n'avait pas changé les choses pour ces gens.
Ah oui, 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 bien sûr. Alors, on a visité, donc, pour dire les choses, on était une centaine de personnes. Moi, j'ai accompagné, j'étais présent dans ce groupe de 100 Français, hein, qui sont allés en Algérie, parfois pour la première fois depuis l'indépendance. Et effectivement, déjà, quand vous êtes dans les villes, c'est pas très facile, mais quand certaines campagnes paraissent, mon Dieu, bien démunies et bien oubliées du pouvoir central. 50 ans après l'indépendance, ça fait tout de même mal au cœur de voir des villages aussi peu équipés, de voir comme ça dans les hauts plateaux justement des habitations, des douars bon, certes il y a l'électricité qui est arrivée, mais parfois l'eau courante manque, parfois il n'y a pas un seul dispensaire, il n'y a pas un seul hôpital. C'est difficilement acceptable quand on sait que l'Algérie est un pays riche et que c'est un pays qui promettait autant à l'indépendance. C'est pas un pays, je dirais, du quart-monde, l'Algérie, normalement. C'est un pays, même s'il a des problèmes, ça devrait être autre chose. On devrait voir d'autres choses en termes d'infrastructure. Or, on voit bien qu'il y a un vrai retard en matière d'infrastructure, et y compris dans une espèce d'Algérie oubliée qui est celle du pays profond. Et je ne parle même pas de l'Algérie du Sud, qui ces derniers temps manifeste parce qu'elle estime elle aussi qu'elle est complètement oubliée par les décideurs du Nord. Alors, vous parliez des hôpitaux. Oui. Vous précisez qu'en Algérie, tout le monde prie pour ne pas tomber malade parce que les hôpitaux sont dans un état lamentable. Oui, c'est un grand paradoxe. C'est vraiment un des grands paradoxes de la situation actuelle en Algérie, parce que c'est un pays qui possède en quantité et en nombre suffisant des médecins de qualité, un personnel paramédical plus ou moins bien formé. Donc c'est pas une question de capital humain, mais c'est une question, je dirais, d'ensemble, de système. Le système de santé ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, les descriptions, la réalité des hôpitaux en Algérie est terrible. Elle est tellement terrible qu'on le voit bien, puisque le président algérien, il en arrive à aller se soigner à l'étranger. À la limite, c'est pas un problème. J'estime, mais je l'ai écrit, que ma foi, quand on est président de la République, on a le droit à ce genre de privilège, on peut aller se soigner là où on a les meilleurs soins. Mais que le reste de la population soit confronté vraiment à des questions parfois, je dirais, bassement matérielles, de devoir trouver du fil chirurgical, ou de devoir apporter soi-même les draps à l'hôpital, ou de compter sur sa famille pour vous ramener à manger parce que la nourriture est exécrable. Et je ne parle pas du reste, c'est-à-dire le manque de médicaments, le sort, par exemple, des malades, des cancéreux, à qui on dit il faut 1 an pour un rendez-vous. C'est absolument... Il faut se souvenir de ce qu'était le projet de l'Algérie. Le projet de l'Algérie dans les années 60-70, c'était la médecine gratuite pour tous. Et l'Algérie s'enorgueillissait de cela. Alors ça peut paraître aujourd'hui totalement utopique et romantique à l'heure de la mondialisation, mais tout de même, une population... On a des régressions de ce côté-là. On revient à des situations pré-indépendance, à des situations quasi coloniales, de l'époque coloniale, où les indigènes ne pouvaient pas se soigner normalement, n'avaient pas suffisamment d'argent pour trouver les médicaments. Et il y a un point aussi que j'aborde très peu, mais qui peut mériter aussi une longue réflexion, qui est je dirais le fait que les médicaments contrefaits pullulent en Algérie. Contrefaits? Oui, la contrefaçon fait des ravages en Algérie. Les médicaments, mais aussi les pièces automobiles, les produits alimentaires, et ça aussi c'est le pays de la contrefaçon. C'est l'un des pays la contrefaçon est très présente au sud de la Méditerranée, au Maroc, en Tunisie, en Égypte aussi, mais en Algérie, on a l'impression qu'il y a vraiment un gros concentré parce que c'est un pays qui importe beaucoup de choses. Donc on n'est pas toujours sûr de ce qu'on achète, et ça, les gens n'en ont pas toujours conscience. Alors dans votre livre, vous avez visité plusieurs quartiers. Vous avez remarqué que certains quartiers étaient vraiment sales en Algérie. Vous donnez plusieurs explications. Parmi ces explications, vous affirmez qu'il y a chez les Algériens une envie masochiste de punir le pouvoir par la saleté. Oui, alors ça peut paraître une explication un peu osée. D'abord, c'est pas que les quartiers. C'est l'Algérie tout entière. Malheureusement, il y a une grande partie de l'Algérie qui est sale. Là, on va pas se cacher, comme on dit, on va pas cacher le soleil avec un tamis. C'est le plastique partout, les immondices, des rues qui sont complètement défoncées, voilà, des façades d'immeubles qui tombent en ruine, des maisons qui sont pas repeintes. On a l'impression que c'est un pays où personne ne nettoie. Mais vous partagez les responsabilités. Pour vous, l'État est en partie responsable, le peuple est en partie responsable. Mais bien sûr, l'État est responsable d'abord parce qu'il donne pas suffisamment de moyens aux municipalités, aux collectivités locales. Certaines municipalités demandent des camions bennes, de l'eau, etc. Ça n'arrive pas, donc bien entendu c'est sale.
Mais aussi, le problème, c'est aussi le comportement du citoyen algérien, qui considère que, ma foi, l'espace à l'extérieur de chez lui, ça le regarde pas. Et c'est ça le contraste, c'est-à-dire que pour les étrangers qui viennent, ils se disent c'est un pays sale. Alors il faut leur expliquer que il y a un contraste entre l'intérieur des foyers, qui est toujours impeccable, on lave 3 fois par jour, on passe la serpillière, etc. et tout. Et puis dès que c'est dehors, ça concerne personne. C'est-à-dire c'est l'absence de bien commun, de conscience du bien commun. Et effectivement, là, une de mes explications, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est une espèce de punition du pouvoir. On dirait, puisque le pays ne nous appartient pas, puisque le pays vous appartient, vous, gens du pouvoir, eh bien voilà ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on le dégrade, qu'on le laisse dégrader. On ne considère pas que ça nous appartient à nous aussi. À l'indépendance, Feu Ben Bella disait aux Algériens dans un discours, ne crachez pas par terre. Si vous crachez par terre, c'est comme si vous crachiez sur votre pays. On est dans une situation un peu comparable aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, quelque part, finalement, même s'ils sont, encore une fois, très nationalistes, très patriotes, considèrent que l'Algérie, ça ne leur appartient pas. Ça appartient au pouvoir, à la clientèle, à cette minorité un peu qui décide de tout. Et donc, laisse tomber le bien commun. Alors, il y a des travailleurs étrangers en Algérie, notamment des travailleurs chinois. Les Chinois, oui. Et vous affirmez à ce sujet que les Chinois se sont parfaitement bien adaptés à la société algérienne, beaucoup mieux que les pieds noirs en un siècle et demi. Oui, c'est une boutade. C'est une boutade parce que, effectivement, les Algériens font l'expérience aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, de la présence d'une communauté étrangère. Non arabo-berbère, ou non berbéro-arabe, si j'ose dire. Et ces Chinois, effectivement, une partie d'entre eux, on les voit dans la vie de tous les jours. Nombre d'entre eux ont appris à parler la langue arabe, se sont intégrés et se fondent dans le paysage. C'est-à-dire, bon, ils sont minoritaires, ils ne viennent pas en vainqueurs. C'est pas comme les Européens qui sont venus en conquérant, en colons. Et donc, c'est intéressant de voir cette coexistence. Et effectivement, quand on entend des Chinois parler en arabe, on se dit, tiens, quelle capacité d'adaptation rapide. Et on compare avec, alors il y avait quelques pieds noirs qui parlaient l'arabe, notamment les colons. Mais c'est vrai que la grande majorité des Français, des Européens d'Algérie, comme on les appelait, ne parlaient pas l'arabe. Alors, on va quand même terminer par une note d'espoir, même si vous affirmez, je cite, je suis condamné à aimer un pays qui ne cesse de m'attrister. Et vous concluez, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, je garde encore espoir. Il y a tant d'énergie dans la jeunesse algérienne que les choses vont et doivent finir par évoluer. Oui, je pense qu'il y a un élan, et peut-être qu'il est encore imperceptible, mais on le voit bien, d'initiative, d'une jeunesse qui, peut-être est-ce l'effet du printemps arabe, peut-être est-ce l'effet des réseaux d'Internet, il y a une jeunesse qui est en train de s'organiser, qui est en train d'entrer en politique, mais un peu à sa manière, c'est-à-dire pas via les partis qui sont déconsidérés, mais via des actions civiques, via des actions citoyennes, via des actions de solidarité, via des actions de protestation pour défendre l'environnement, notamment contre les gaz de schiste. Il y a des jeunes aussi qui font du soutien scolaire et tout. Je pense que l'avenir de l'Algérie, encore une fois, c'est sa vraie richesse. C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz naturel, c'est cette jeunesse. Et c'est à cette jeunesse-là qu'il faut le dire, qu'on continue à dire que les plus anciens, y compris ceux qui sont partis, il faut leur dire qu'effectivement ils sont dans la bonne voie. C'est par eux que ça va passer, parce que sinon ce pays va continuer à se déliter, va continuer à voir ses élites partir les unes après les autres, et malheureusement c'est pas une situation vivable ou viable à long terme. Merci à vous, Karam Belkaïd. Alors je rappelle le titre de cet ouvrage. Donc pour bien connaître l'Algérie d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul livre, Retour d'Algérie, aux éditions Carnet Nord Montparnasse.